notre système aujourd'hui, nous devons le réformer. Le cœur de ce changement, c'est le plein emploi. C'est ma fameuse politique de démétropolisation. Je m'oppose absolument aux délocalisations en Europe. Investissement, croissance, simplification. On va continuer à avancer, à marche forcée. Et il faut bien les payer avec quelque chose. Les gens ont perdu le fil. Nous devons changer notre rapport au travail. C'est le mot planification. Je suis pour qu'on organise, on prévoit. Nous aurons dès la rentrée à préparer, en quelque sorte. Et si ces gens ne servaient à rien ? Et si ce n'est pas parce que nos gouvernants étaient bêtes ou incompétents que leur politique nous déçoit toujours, mais parce qu'ils n'auraient en réalité aucune prise sur l'ordre social ? Cette idée heurte notre bon sens, car on attend du pouvoir politique qu'il résolve les problèmes. C'est pour ça qu'on participe à des élections ou qu'on s'engueule dans les repas de famille après 3 verres de vin. Or, il se pourrait bien que l'on prête à l'État un pouvoir qu'il ne possède pas, nous condamnant à être toujours déçus de son action. Alors, si la société n'est pas organisée par la loi, comment s'organise-t-elle en réalité ? Qu'y a-t-il au-delà de l'illusion politique ? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui avec Friedrich Hayek, l'un des architectes les plus importants de la pensée néolibérale moderne. Hayek est un économiste autrichien, né en 1950 et mort en 1992, qui est l'un des principaux penseurs du néolibéralisme actuel. Prix Nobel d'économie décerné par la Banque de Suède en 1974. Il a eu une très forte influence sur les politiques de Margaret Thatcher, qui disait de lui qu'il était son mentor en économie, et de Donald Reagan, et plus généralement sur l'ensemble des politiques néolibérales actuelles qui considèrent qu'il faut déréglementer le marché le plus possible, généraliser les privatisations et réduire l'État à presque rien. Hayek est le penseur d'un libéralisme radical, qui s'est toute sa vie opposé au collectivisme et au socialisme. Il ne s'agit pas ici de porter un jugement sur la pensée de Hayek, mais d'abord de comprendre la théorie de cet immense penseur et en quoi elle constitue le substrat idéologique qui anime une grande partie de nos gouvernants actuels en Occident. Accrochez vos ceintures, aujourd'hui on roule à contresens sur l'autoroute des certitudes, jusqu'à une destination extrême où si vous êtes pauvre, c'est que vous avez perdu au jeu de la concurrence et personne ne peut rien pour vous. Dans l'enfer du marché, personne ne vous entendra crier. Une société dans laquelle tout ce qui peut être produit, consommé ou vendu doit l'être, qu'il s'agisse d'une montre connectée, d'une dose de drogue ou du ventre d'une mère porteuse. La liberté individuelle poussée à son paroxysme, contre l'État, perçu comme un monstre socialisant et totalitaire. Bienvenue dans cette initiation à la pensée de Friedrich Hayek. Pour répondre à la question de l'influence de la loi sur la société, il faut commencer par comprendre chez Hayek la notion d'ordre spontané. Les penseurs grecs distinguaient 2 types d'ordres. Tout d'abord, les ordres artificiels, appelés taxis. Ils désignent un ordre construit par l'homme d'après un plan. Par exemple, un architecte qui pose les plans d'une maison qui sera ensuite bâtie. Le deuxième type d'ordre, ce sont les ordres naturels, appelés cosmos, qui désignent un ordre formé indépendamment de l'action humaine, comme les phénomènes naturels, par exemple les ouragans ou les marées. Hayek identifie un troisième type d'ordre, les ordres spontanés. Ce sont les ordres que les hommes ont créés, mais sans l'avoir voulu ou planifié. La société, notre espace de vie en tant que groupe humain, est un ordre spontané. Elle n'est pas le résultat d'un plan décidé à l'avance que l'on aurait ensuite exécuté. Elle s'est faite par les actions humaines, mais involontairement. La société s'est construite par la pratique. Elle s'est faite toute seule, par l'action des hommes, mais indépendamment de leur volonté. Ainsi, si on isole chacun des aspects de notre vie sociale, on se rend compte qu'ils se sont faits spontanément. Prenons les règles de politesse par exemple. On ne s'est jamais dit à l'avance qu'il faudrait tenir la porte à la personne derrière nous, qu'il faudrait dire à tes souhaits lorsque quelqu'un éternue, ou qu'on dirait pardon lorsqu'on bouscule quelqu'un sans faire exprès.
Ces règles ont émergé toutes seules, par la pratique. Il aurait même été absurde de chercher à les définir à l'avance. C'est pareil pour la morale. Ce sont les pratiques sociales qui ont fait émerger l'idée que certains comportements étaient bons, comme par exemple le fait de rendre service à quelqu'un, et d'autres mauvais, comme par exemple le fait de voler quelqu'un. On peut en dire autant pour le langage. On n'a pas d'abord inventé la langue pour ensuite la parler, on a parlé, on a spontanément communiqué des informations, et le résultat de siècles d'échanges et de communication entre individus a donné naissance à ce qu'on a ensuite appelé le langage. Le droit aussi est un ordre spontané. Pour Hayek, il se forme par la coutume et le droit privé. Et c'est pareil pour la monnaie, le commerce, la recherche scientifique, on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Tous les aspects de la vie en société se développent spontanément. Ils ne sont observables qu'après avoir été produits. La société n'est pas le résultat d'un plan. Elle a émergé d'elle-même, des interactions sociales au fil des siècles. Or, pour Hayek, cet ordre spontané est impossible à modifier, en raison de ce qu'il appelle la théorie de la connaissance. Pourquoi serait-il impossible de modifier cet ordre spontané, voire de dresser un grand plan pour organiser la vie des individus et la production économique ? C'est parce que la société est une structure complexe, non réductible à des données scientifiques. Hayek explique qu'il est seulement possible de planifier la réalisation d'un projet lorsqu'il est simple et que nous disposons d'assez d'informations nécessaires à sa réalisation. Imaginons que je décide de préparer un marathon. Je sais quand le marathon aura lieu, où, combien nous serons à courir, quel entraînement je dois mettre en place, etc., etc. C'est un projet simple, je connais les données du problème, mon cerveau peut les appréhender, et ainsi, je peux élaborer un plan qui me donnera de bonnes chances de réussir si je le suis. Et ça serait pareil dans une tribu, où il y a peu d'individus, qui se connaissent tous, se reconnaissent sous l'autorité d'un même chef. Là encore, on pourrait planifier les différents aspects de la vie de ces personnes à l'avance, et ça fonctionnerait, car c'est une structure où les informations sont limitées. C'est aussi l'exemple de la science. Dans la recherche scientifique, on a accès aux informations dont on a besoin pour conduire une expérience. C'est parce que nous connaissons les principes mathématiques et physiques qui sous-tendent la fission atomique que nous pouvons faire tourner une centrale nucléaire. Et c'est précisément l'erreur des économistes et des gouvernements modernes pour Hayek. C'est de penser que la société, comme une centrale nucléaire, obéit à des lois mathématiques et scientifiques, et que par conséquent, ces évolutions seraient prévisibles, planifiables, et pourraient être expliquées par des lois générales. Or, Hayek rappelle que dans une société, la totalité de l'information ne se réduit pas à des données scientifiques. Il existe dans la société une multitude d'informations qui sous-tendent les décisions des individus qui ne peuvent entrer dans aucun modèle statistique ou mathématique. Ce sont des informations temporaires et circonstanciées que seuls certains agents possèdent. Parmi ces connaissances non mathématisables, il y a par exemple le flair de l'agent immobilier, la capacité d'un manager à utiliser un certain talent de son employé, la connaissance par un maître d'œuvre des subtilités de sa machine, ou le sens des affaires d'un entrepreneur. Dans une société parvenue au degré de complexité de la société libérale, cette connaissance est éclatée, dispersée entre tous les agents. Il n'y a pas d'être omniscient, de super-cerveau ou de superstructure qui connaîtrait d'un seul coup toutes ces informations particulières qui sont éclatées entre les millions d'individus qui composent la société. C'est un argument cognitif que Hayek oppose à toute forme de socialisme et de planification. La société est un organisme trop complexe
pour pouvoir être appréhendée par le cerveau humain. Celui-ci n'a pas la capacité de la comprendre, et donc d'agir sur elle. Plus précisément pour Hayek, notre cerveau est un appareil de classification. Or, un appareil de classification ne peut classer que des informations moins complexes que lui-même. Nous pouvons, par exemple, comprendre le fonctionnement des animaux parce que leur fonctionnement est moins complexe que le nôtre. Nous pouvons comprendre certains phénomènes scientifiques car même s'ils sont complexes, ils le sont moins que notre propre esprit. Mais dans le cas de la société, celle-ci est plus complexe que notre cerveau. Il est donc impossible de l'influencer et de la modifier, et, si on essaye de le faire, on ne pourra jamais prévoir exactement l'effet qu'aura cette modification. C'est comme si une fourmi essayait de comprendre les règles de la fission atomique. C'est impossible, car elle n'en a pas la capacité cognitive. Et c'est précisément ce que reproche Hayek aux socialistes. C'est de penser que la société est une taxis, un ordre artificiel, que les hommes l'ont construite volontairement, et qu'ils peuvent donc la détruire pour en bâtir une nouvelle. Pour Hayek, il n'y a pas de contrat social. La société n'est pas une convention. C'est une lente édification qui a spontanément émergé des interactions sociales au fil des siècles. La société nous dépasse. C'est nos actions qui l'ont faite, mais nous n'avons aucune prise sur elle. Elle nous entraîne dans sa mécanique à laquelle nous ne pouvons rien. L'homme, dit-il, n'est pas le maître de son destin et ne le sera jamais. Le mieux que nous puissions faire, c'est de nous adapter à ces évolutions imprévisibles. La seule entité capable de diriger une structure aussi complexe que la société libérale ouverte, de traiter cette masse d'informations énorme, c'est le marché. C'est-à-dire le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Dans le marché, tous les agents sont libres de leurs décisions et sont en concurrence les uns avec les autres. Cela signifie qu'en laissant à chaque individu le soin de décider de son action, il prend une décision basée sur ses propres connaissances, qu'il est le seul à posséder. La décision est prise par celui qui a l'ensemble des connaissances relatives à sa situation particulière, et non par une autorité centrale qui ne la possède pas, et qui ne pourrait pas la posséder, et qui de fait ne pourrait lui donner que des instructions inadaptées ou lacunaires. Ainsi, avec le marché libre, c'est celui qui a la connaissance qui prend la décision. La mise en concurrence, ensuite, favorise la meilleure solution parmi toutes celles qui ont été choisies par les agents. La meilleure décision émerge d'elle-même parmi toutes les décisions qui ont été prises par ceux qui ont la connaissance. Donc, si on résume, la décision est prise par l'individu qui possède la connaissance, donc qui est le mieux placé pour la prendre, et la mise en concurrence permet, parmi ces décisions prises, de retenir la meilleure. L'équilibre est ensuite réalisé grâce au système des prix. En effet, les prix donnent à tous les individus toutes les informations dont ils ont besoin pour coordonner leurs actions. Ainsi, quand il sait combien il va pouvoir les revendre, l'entrepreneur sait combien de paires de sandales il doit produire cette année. Quand le jeune étudiant connaît le montant moyen des salaires, il sait vers quelle filière s'orienter. Lorsque le consommateur regarde le prix d'un produit, il sait si ce produit est demandé par les autres consommateurs ou non. Par ce mécanisme, le marché permet à des millions d'individus de se coordonner comme un seul organisme. Pour l'homme de terrain, comme l'appelle Hayek, il importe peu de savoir pourquoi, à un moment donné, tel type de vice
est de telle taille est plus demandé que tel autre? Pourquoi les sacs en papier sont plus facilement disponibles que les sacs en toile? Ou pourquoi le travail qualifié ou certaines machines sont pour le moment plus difficiles à se procurer? Tout ce qu'il a à faire, c'est agir dans son propre intérêt, dans son intérêt égoïste, avec les informations dont il dispose, et le marché se chargera de coordonner l'ensemble. Ainsi, la décision qui est prise une fois que l'information a circulé est la décision à laquelle serait arrivé un seul individu disposant de l'ensemble des informations réparties entre les membres de cette société. Et c'est ça la superintelligence dont parle Hayek. Le super-cerveau, c'est le marché. Cette superstructure permet à des agents qui ne se connaissent pas de se coordonner spontanément à travers le système des prix pour assurer le développement optimal de la société tout entière. Toute évolution pour Hayek est un processus d'adaptation continue à des événements imprévisibles. Le marché permet cette adaptation et l'émergence de la meilleure solution. Le marché et la concurrence ont permis le développement des vaccins, la société de consommation, la conquête spatiale, les progrès de la technologie et de l'informatique. Du bouillonnement anarchique du marché ont surgi les plus grands progrès matériels et techniques que l'humanité ait connus. À ce stade, nous avons tous les éléments pour comprendre ce que Hayek reproche aux législateurs modernes. On prend des lois pour lutter contre le chômage, le racisme, les inégalités ou le réchauffement climatique. Mais à chaque fois que l'État intervient pour mener une politique, c'est-à-dire pour modifier quelque chose dans la société, il désorganise l'ordre spontané. Il empêche le marché de traiter l'information alors que le marché serait parvenu tout seul à la meilleure solution. L'État, au lieu d'améliorer la situation, l'empire et multiplie les crises. De ce fait, les problèmes s'accumulent et on demande à l'État d'intervenir encore plus, compromettant encore plus le jeu du marché, ce qui crée de nouveaux problèmes pour lesquels on sollicite encore son intervention et c'est sans fin. L'État devient tentaculaire, les crises s'accumulent et s'aggravent, à chaque fois que l'État rebouche un trou, 3 autres apparaissent. De ce fait, les représentants politiques ne font qu'agiter du vide en cachant leur impuissance derrière le masque de la communication. Oui, vous avez bien compris. En d'autres termes, à chaque fois que le capitalisme dysfonctionne, c'est parce qu'on n'a pas laissé faire le marché. On en a faussé le jeu en intervenant. Dans cette logique, on confie à l'État des compétences toujours plus étendues pour régler les problèmes qu'il crée en essayant de les résoudre. Et quand les pouvoirs de l'État augmentent, les libertés individuelles reculent. On est pris dans une mécanique inextricable, qui peut même aller jusqu'à l'État totalitaire, qui a concentré tous les pouvoirs, submergé par les crises qu'il a lui-même créées, laissant des individus en proie à la servitude. Cependant, il faut noter que Hayek n'est pas un anarchiste. Il ne prône pas la disparition de l'État, mais il dit que son rôle doit être cantonné à la préservation des conditions de l'ordre spontané, donc notamment le jeu du marché, la libre concurrence, la défense ou la sécurité, c'est-à-dire le monopole de la coercition. Hayek ne nie pas la propension du capitalisme à entrer en crise. Il affirme simplement qu'une fois que la crise est là, il n'y a rien à faire, sinon laisser faire le marché pour qu'elle se résolve toute seule. Toute tentative des États de remédier à la situation ne fera, selon lui, que l'aggraver. Ainsi, dans l'exemple de la crise des subprimes de 2008, dans un libéralisme total tel que celui qu'aurait souhaité Hayek, les États ne seraient jamais intervenus pour voler au secours des banques. Le jeu du marché aurait balayé ces colosses aux pieds d'argile,
et d'autres banques, probablement plus petites et plus solides, auraient pris leur place. Bon, il faut dire aussi que si on avait fait ça, des millions de familles auraient été ruinées et auraient perdu toutes leurs économies, mais dans la théorie de Hayek, on peut imaginer que cela aurait été le prix à payer pour relancer le jeu du marché dans un sens vertueux une fois la crise passée. Hayek ne nie pas non plus que le capitalisme puisse placer certains individus dans des situations de pauvreté extrême, dont il est impossible pour eux de sortir, notamment à cause de l'endettement. Pour lui, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Le marché est un jeu dans lequel il y a des perdants et des gagnants. Si vous avez perdu au casino, ce n'est ni juste ni injuste, c'est comme ça. Personne n'a le devoir de vous aider et vous n'avez rien à réclamer. Hayek s'oppose à toute idée de justice sociale ou de promotion de l'égalité par la loi, car pour lui, cela fausse le jeu du marché et de l'ordre spontané. En voulant aider un chômeur, on en crée 10 de plus. La seule chose à faire, c'est de ne pas intervenir et de laisser faire le marché. Hayek est néanmoins en faveur d'un revenu minimal universel pour les personnes les plus pauvres. Mais ce n'est pas vraiment par charité, c'est plutôt, selon ses propres mots, pour que les pauvres ne se révoltent pas contre les riches et qu'ils continuent à accepter un système qui leur est défavorable. Ainsi, les aides sociales aux ménages les plus pauvres, dans la pensée de Hayek, sont simplement un moyen de prévenir l'explosion sociale. L'impossibilité pour Hayek qu'une seule autorité ait accès à la totalité de la connaissance est remise en cause aujourd'hui pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes entrés à l'ère de la donnée de masse. La donnée, c'est l'or du XXIe siècle. Les algorithmes des GAFAM savent ce que nous mangeons le matin, ce à quoi nous rêvassons entre 2 arrêts de métro, à quoi ressemble notre partenaire idéal ou encore ce à quoi nous pensons le soir avant de dormir. De nombreuses connaissances qui circulent dans la société, qu'on croyait non mathématisables, deviennent intégrables à ces modèles statistiques. La deuxième raison, c'est les progrès impressionnants de l'intelligence artificielle, qui, selon de nombreux scientifiques, nous rapprochent de plus en plus d'une intelligence artificielle générale qui serait capable d'organiser et de traiter ces milliards de données. On a donc à la fois l'information qui devient mathématisable alors qu'elle ne l'était pas, et en même temps, peut-être bientôt, une IA qui serait capable de la traiter dans son extrême complexité. On voit que le jour où ces 2 conditions sont réalisées, l'argument cognitif de Hayek contre la planification ne tient plus. L'argument cognitif tomberait devant une super IA au service d'un technosocialisme planificateur mondialisé, une sorte de 1984 à la sauce cyberpunk, face auquel ne subsisterait, dans la pensée libérale, que la théorie de la liberté face à la dimension totalitaire contenue dans tout pouvoir centralisant. Le cri de la liberté au bout de la route cybernétique de la servitude.